C'est bon. Hop, très bien. Donc on va commencer quel numéro on est? 98e cours du Chod Shabbat. Et ce soir on commence quelque chose de nouveau. D'accord? J'espère que par la suite ils vont un peu nous rejoindre, parce que on commence un nouveau sujet. Voilà. Donc le nouveau sujet qu'on va étudier maintenant, c'est, une fois qu'on a terminé toute la halachot, l'étude des mélachot de Shabbat. D'accord? L'étude des mélachot, c'est-à-dire qu'on s'est étudié toutes les actions interdites pendant le Shabbat. Le livre de 39 mélachot. D'accord? Donc on a étudié ensemble tout ce qui est toutes les mélachot, toutes les actions qui sont permises le jour du Shabbat, qui sont interdites le jour du Shabbat, avec toutes leurs définitions et les exemples. Maintenant, on va faire un sujet qui n'a plus rien à voir avec l'étude de l'interdit des mélachot, mais ça se rapporte directement à ça, c'est lié. C'est-à-dire, est-ce qu'on a le droit de profiter d'une action interdite qui a été faite pendant Shabbat? D'accord? On va dire une action, selon toutes les définitions qu'on a vues, a été faite pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de profiter des résultats de cette action qui a été faite? Si c'est la mélacha de bichoul, un plat qui a été cuisiné. Ouais, si c'est une construction, quelque chose qui a été construit, et ainsi de suite. Est-ce qu'on a le droit de profiter? C'est en hébreu, hana. Alors, il y a plusieurs règles. On va essayer de voir un peu aujourd'hui les règles. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de cas pratiques à appliquer, mais on va voir ensemble plus comment les règles fonctionnent, et après on appliquera. Avant de commencer les règles, il y a des notions qui vont venir ici dans ce sujet qu'on connaît déjà, mais juste que je rappelle. Première notion, il faut savoir, il faut différencier, premièrement, lorsqu'on parle de profiter d'une action qui a été faite pendant Shabbat, il faut différencier entre une action qui a été faite Beshogeg ou une action qui a été faite Bemezid. C'est-à-dire, c'est quoi Shogeg, c'est quoi Mezid? Dans les cours, tous les premiers cours d'introduction, on a défini ça, je vais le rappeler maintenant. Mezid, c'est volontaire. D'accord? En sachant que c'est interdit, en sachant que c'est le jour du Shabbat, et même si on sait que c'est interdit, et même si on sait que c'est le jour du Shabbat, là, la personne accomplit une action interdite. Donc ça s'appelle avec la volonté. Ça s'appelle Mezid. Shogeg, c'est différent. Shogeg, il y a deux cas classiques, on va voir par la suite encore plusieurs nuances là-dessus, mais les deux définitions de Shogeg, c'est deux cas de figure. Premier cas de figure, il ne sait pas que c'est Shabbat. Ça veut dire qu'il se lève le matin, il a complètement oublié, il allume la lumière, il va préparer un café, après il se réveille de son rêve, et il se rend compte qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Il croyait que c'est dimanche ou lundi. Donc il agit avec volonté, il agit avec intention, il y a tout, seulement il ne sait pas que c'est Shabbat. Donc ça s'appelle Shogeg. D'accord? Dans la gravité de l'acte, c'est moins grave, mais d'un autre côté, ça s'appelle qu'il est Mechalel Shabbat. Ça veut dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, il faut amener un korban. Si quelqu'un transgresse Shabbat, de manière involontaire. D'accord? Il n'y a pas la khoumra de Chilul Shabbat de Mezid, mais ça s'appelle aussi Chilul Shabbat. Deuxième définition de Shogeg, c'est de ne pas connaître l'interdit. Ça veut dire que la personne ne savait pas du tout que c'est interdit. D'accord? En vérité, nul n'est censé ignorer la loi. Mais puisque il ne sait pas, donc l'action qu'il fait, ce n'est pas une action volontaire de transgresser le Shabbat. Il ne sait pas que c'est interdit. Donc, ou il ne sait pas que c'est interdit, ou il ne sait pas que c'est Shabbat. Donc, dans l'action qu'il y a ici, ce n'est pas une action qui est Mezid, c'est une action qui est Shogeg. Donc, on a dit Chilul Shabbat, ça s'appelle aussi un Chilul Shabbat, la gravité de l'acte est différente. On va voir ici, dans la halachot qu'on va étudier maintenant, qui est profiter d'une action, on va voir une différence, beaucoup de différences, si l'action a été faite Beshogeg ou si l'action a été faite Bemezid. Ah. Oui. Ça fait. Et il n'y a pas un troisième cas qui est si c'est accidentel? C'est-à-dire quoi accidentel? Je trébuche, j'appuie sur un bouton. Ah, ça c'est. Ça s'appelle mitasek. Ça c'est une autre section, ça.
D'accord? Ça ne rentre pas dans la faute de profiter. Et c'est sûr qu'on n'a pas de profiter d'une action qui a été faite de manière accidentelle. D'accord? Ça s'appelle en... Bon, on ne va pas traiter ça maintenant, parce que dans tous les cas de figure, ça sera permis de profiter d'une action qui a été faite de manière accidentelle. Parce que même la gravité, ça s'appelle pas qu'il a transgressé le Shabbat. Puisqu'il n'y a aucune intention. La différence, c'est-à-dire, dans Shogeg, il y a une intention, seulement il manque la volonté de transgresser. Le Mézid, c'est volonté de transgresser. Il y a volonté et il y a intention. Mais si je fais un acte qui n'est pas intentionné, alors là, ça ne s'appelle pas du tout être Mechal al-Shabbat, et donc c'est sûr que profiter de ça n'est pas fait. D'accord? C'est pour ça que je m'attarde sur ces deux cas de figure, Shogeg et Mézid. Ensuite, deuxième critère qu'il va falloir définir, c'est qu'il va y avoir une différence. Est-ce que l'action a été faite pour la personne ou est-ce que l'action a été faite pour quelqu'un d'autre? C'est-à-dire, une action a été faite. Lorsqu'une action est faite, il y a la personne qui agit et donc il y a un résultat. Dans le résultat, il peut être pour la personne elle-même qui l'a fait et le résultat, il peut être pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une différence? On va voir. Il y a des différences. D'accord? Donc plusieurs cas de figure. C'est différent d'interdire de profiter d'une action pour la personne elle-même qui l'a agi, qui l'a fait, ou pour quelqu'un d'autre. D'accord? Troisième sujet qu'il va falloir voir, cette troisième notion, c'est la notion très connue qu'on voit, qu'on parle de ça à chaque fois, à tous les cours, c'est des Rabbanan ou des Oraïta. Nous, quand on a étudié les Mélachot de Shabbat, lorsqu'on a étudié les... Une seconde. Lorsqu'on a étudié les Mélachot de Shabbat, on a toujours défini est-ce que c'est une action qui est interdite par la Torah, ou est-ce qui répond aux critères de la Mélacha, ou bien c'est une action qu'on les Rachamim qui tourne autour de la définition de la Mélacha. Un point de vue interdit, c'est exactement pareil. Point de vue Chilul Shabbat, point de vue interdit, c'est exactement pareil les deux. Seulement, il y a beaucoup de nuances, et une des nuances qu'il va y avoir, une différence qu'il va y avoir, si tu as interdit la Torah des Rachamim, on va voir ça aujourd'hui, dans profiter. C'est-à-dire, si quelqu'un fait une action de la Torah, ça va être différent dans le profit de cette action, si c'est une action interdite par la Torah ou si c'est une action interdite par les familles. Top. D'accord? Donc ça, c'est en introduction. Trois sujets. Est-ce que l'action a été faite volontaire ou on ne va pas traduire involontaire. C'est-à-dire que sans ne pas être mézid. Est-ce que c'est mézid ou est-ce que c'est choqué? D'accord? Comme on a bien défini, on ne va pas à chaque fois traduire ce que c'est mézid et choqué. On a bien expliqué ce que c'est mézid et shogeg. Mézid, c'est de savoir que c'est Shabbat, de savoir que c'est interdit. Shogeg, c'est ou de ne pas savoir que c'est interdit, ou de ne pas savoir, oublier que c'est aujourd'hui Shabbat. Deuxième chose qu'il va falloir voir, traiter à chaque fois, c'est est-ce que c'est on parle de la personne elle-même qui agit, ou bien on parle de quelqu'un d'autre. Et troisième chose, est-ce que c'est un interdit par les Chachamim, ou est-ce que c'est un interdit par la Torah? D'accord? Il y a tout. Maintenant, à chaque fois que j'avance, arrêtez-moi. S'il y a quelque chose de pas clair, on revient en cours, des cours qui ne sont pas Chazara, des cours un peu plus différents, de nouvelles notions. D'accord? Dès que c'est pas clair, arrêtez-moi et je répète. C'est pas un problème. Top. Il y a trois grands avis dans la Gemara, dans la Mishnah, comment traiter, de point de vue à la fin, une action qui a été faite pendant Shabbat. D'accord? Donc, d'abord, il faut savoir que l'interdit, il y a un avis Bémen dans les Tanaïm que l'interdit, c'est la Torah qui a interdit de profiter de Melacha. Il y a un avis comme ça, mais ça n'a pas été tranché. Il y a un autre avis, c'est l'avis de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Atzaldela. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, je veux juste dire la halakha. Comment la halakha a été tranchée? La halakha a été tranchée comme la déa qui est du milieu, c'est-à-dire Rabbi Yehuda. Alors, j'explique. Si l'action a été faite de manière volontaire, d'accord? Alors, pour l'instant, on va parler d'une action qui est interdite par la Torah, une mélacha. D'accord? Quelqu'un fait une action, il prend une marmite, il cuit. D'accord? Il prend
un stylo, il écrit. Peu importe. Le résultat, le produit de son action, pour la personne qui l'a faite, c'est pour lui, c'est tout le temps interdit. Pour toujours. C'est-à-dire, et Shabbat, il n'a pas le droit de profiter, et même après Shabbat, pour toujours. D'accord? Si quelqu'un transgresse Shabbat et obtient un résultat de son produit, il n'aura pas le droit de profiter, il n'aura jamais le droit de profiter de cette mélacha qu'il a agi. D'accord? Il a agi par Mézid, et après il est Choser B'Tchouva, il décide de Shomer Shabbat, de ne pas profiter des actions qu'il a agi pendant Shabbat. Pour toujours. D'accord? Quelqu'un d'autre, est-ce qu'il a le droit de profiter du produit, du résultat de cette action? Alors la halakha, elle est que pendant Shabbat, il ne peut pas, et dès que Shabbat sort, il peut profiter. Quelqu'un d'autre. D'accord? Donc on reprend. Et là, on a toutes les notions qui viennent en même temps. Mézid, pour la personne et pour quelqu'un d'autre. Mézid, le volontaire, il sait que c'est interdit, il fait une action. La personne qui a agi pour lui-même, celui qui a agi, qui a fait l'action, pour lui, c'est interdit pour toujours. Et pour quelqu'un d'autre, c'est permis dès la sortie de Shabbat. Cette explication-là, de Chachamim, qui c'est qui a institué d'interdire une mélacha? Alors, c'est un din, c'est une halakha qui vient, c'est les Chachamim qui ont institué cette halakha. Pourquoi? Pour mettre une barrière. Si quelqu'un transgresse le Shabbat, pour montrer que c'est grave et pour montrer que pour ne pas en avenir une autre fois à retransgresser, donc on met une barrière, on ne profite pas. Donc, c'est logique que les Chachamim vont être plus sévères pour la personne qui a fait que pour quelqu'un d'autre. Parce que si le but, il est de ne pas refaire une fois encore retransgresser le Shabbat, donc on va plus en fait punir la personne qui a agi, qui a fait la même action, que quelqu'un d'autre. Mais quand même, puisque l'action a été faite pendant Shabbat, donc on ne peut pas permettre pendant Shabbat. Pour personne. Pour montrer l'importance du Shabbat. Rav? D'accord? Donc, pour la personne, c'est pour toujours. Pour quelqu'un d'autre, dès la sortie de Shabbat, c'est permis. Rav? Oui. Là, c'était sur un interdit de Horaïta. Ouais. Pour l'instant, on parle de Horaïta. D'accord. D'accord? Une fois qu'on aura fait bien toutes les règles de Horaïta, on passera à des Rabbanan. D'accord. Shogeg, si maintenant quelqu'un fait une action et ça a été fait, mais Shogeg, il ne savait pas que c'était Shabbat, lui il ne savait pas que c'était interdit. Alors là, là aussi, on est posé comme Rabbi Yehuda. Je ne vous dis pas les autres déotes, parce qu'ils ne sont pas retenus par la halakha, il ne faut pas qu'on s'embrouille, parce qu'il y a déjà assez de détails. Shogeg, c'est-à-dire si la melacha a été faite de manière par Shogeg, alors c'est comme ça. Shabbat, pour tout le monde, c'est assaut. Pendant Shabbat, c'est interdit pour tout le monde, pour la personne qui a fait, pour quelqu'un d'autre. Motsei Shabbat, dès que Shabbat sort, ce sera permis pour tout le monde. Même pour la personne qui a fait elle-même. C'est la différence qu'il y a entre Shogeg et Mézid. Ça, la règle, elle est quoi? C'est encore une autre barrière que le Chachamim ont. Est-ce qu'on est connaisse Shogeg à tout Mézid? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on va faire un knas? Est-ce qu'on va mettre une barrière dans le Shogeg à cause du Mézid? Alors, on ne met pas deux barrières. Seulement, Chachamim, quand ils ont mis une barrière dans les mélachotes de Shabbat, ils ont dit qu'on va faire une xéra dans Shogeg, même dans Shogeg, à cause de Mézid. C'est-à-dire que quand ils ont fait l'interdit, ils ont fait aussi l'interdit même si ça a été fait par inadvertance. D'accord? Même si ça a été fait par Shogeg. Mais, on descend de niveau. Quelle est la différence entre Shogeg et Mézid? Ce sera pour la personne elle-même. Pour les autres, c'est exactement pareil. Mais pour la personne elle-même, on ne va pas le punir de la même manière que s'il a fait de manière volontaire, parce qu'il n'a pas fait exprès. D'un autre côté, il a agi quand même, il a été Mechalel Shabbat. Donc on va diminuer un peu la barrière, mais on ne va pas l'enlever complètement. C'est-à-dire, pendant Shabbat, il n'aura pas le droit de profiter. Dès que Shabbat sort, il pourra profiter. Alors, juste Rav, Oui. sur les deux interdits, la Hana'a, c'est un interdit dans les deux cas de Chachamim. D'accord. Oui, il faut bien différencier. L'action elle-même qu'on est en train de parler, Elle est d'Oraïta. elle est de Horaïta. Maintenant,
Mais interdire une action qui a été faite, c'est pas par la Torah, c'est les Chachamim. Pour nous renforcer l'importance de la Shmira du Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que si une action a été faite, on va en fait punir, ouais, c'est le genre de punition, c'est knas. Il faut savoir que dans les cours d'introduction qu'on a fait il y a longtemps, il y a très longtemps, tout depuis les 3 Shabbat, on a expliqué que dans les interdits des Chachamim, il y a plusieurs niveaux, plusieurs filières, plusieurs sujets. Il y a deux peurs que. Il y a des choses qui ressemblent à une mélacha. On a vu plusieurs sortes. Une des sortes, c'est des knas. Knas, c'est comme en fait on dit une amende. D'accord? Knas. Knas, en fait, c'est un genre de punition. Et ça aussi, en fait, c'est pas ici de peur que. D'accord? Seulement, si quelqu'un a fait ça, on va mettre une barrière, en fait, pas de peur que. Il n'y a pas de crainte qu'il va arriver à autre chose. Seulement, pour montrer que c'est important, on éloigne la personne, on dit, tu as fait une action, d'accord, alors on va interdire. Maintenant, ça va dépendre de plusieurs choses. La logique, elle est comme ça. Si c'est pas la personne qui l'a fait, on va descendre de niveau. On va permettre Motsei Shabbat. Si c'est la personne qui l'a fait, ça va dépendre de ce qu'il a fait de manière volontaire ou involontaire. Si c'est volontaire, c'est pour toujours. Si c'est involontaire, c'est que Shabbat. Dès que Motsei Shabbat sort, il n'y a aucune différence entre la personne qui l'a fait ou les autres, si ça a été fait par Shogeg. C'est clair? Oui. Okay. On continue. Alors avant de continuer, on va juste faire une petite introduction par rapport au cours, par rapport à ce qu'on va voir, le prochain sujet qu'on va voir. Le prochain sujet qu'on va voir, on va voir toutes les à la fois du non-juif pendant Shabbat. Ah, juste Rav, Oui. on n'a pas couvert tous les cas là. Là, on a vu Deoraita. Ouais, doucement, Dieu. D'accord. Mais c'est juste que comme on a à chaque fois deux choses, ça veut dire qu'on va arriver on doit arriver normalement à 6 cas. Vu qu'on a la distinction Deoraita Chachamim, on a la distinction est-ce que c'est pour soi ou pas ou pour quelqu'un d'autre. Et après, si c'est Béchogeg ou Bémézid. Voilà. Donc il faut à chaque fois croiser pour avoir tous les cas. Là, on a fait à chaque fois, on a fait Shogeg Mézid par rapport à un Deoraita et quand c'est fait pour soi. Et pour les autres. Ah, parce qu'au début, on avait dit, le premier cas, c'est si c'était Mézid, Deoraita et pour lui. Et on a vu le deuxième cas, c'est Shogeg, Deoraita, mais on n'avait pas précisé. On a juste dit que la Hana'a, on a juste dit que la Hana'a, après Shabbat, on pouvait en profiter. Après Shabbat, tout le monde pouvait en profiter. Mais on n'a pas fait de distinction s'il a fait Shogeg pour lui ou pour un autre. Ça change pas pour Shogeg? Non, ça veut dire quoi Shogeg? Encore une fois, qu'est-ce que tu penses de moi? Shogeg, on avait dit s'il l'avait fait de façon involontaire, par oubli par exemple. On avait dit Shogeg et Shogeg pour un Deoraita. On avait dit pendant Shabbat, personne n'en profite. Après Shabbat, tout le monde peut profiter. Et on n'est pas rentré dans la distinction, est-ce qu'il a fait l'action pour lui ou pour quelqu'un d'autre? C'est une très bonne remarque, ça on va parler par la suite. Ça veut dire ce que tu demandes, c'est comme ça. Ok. Non, mais je vais expliquer ce que tu demandes, c'est pas chaud. C'est ça pour la suite, pour plus développer. Pour l'instant, j'ai parlé de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un fait pour lui, on va dire au moment où il fait, il n'y a rien. D'accord? Après, on a parlé des autres. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui vient et qui voit le produit de l'action qui a été faite. Donc, toi, tu demandes comme ça. Quelqu'un qui fait pour quelqu'un d'autre. C'est ça? Oui. Bien fait. Par exemple, oui, enfin, je peux prendre n'importe quel exemple. Je vois quelqu'un qui a besoin de lumière, j'appuie sur le bouton et j'oublie que c'est Shabbat. Donc, je l'ai vraiment fait pour quelqu'un d'autre. Moi, j'en tire aucun profit. Enfin, c'est comme ça que je l'avais compris quand vous avez dit, lorsqu'on le fait soit pour soi, soit pour quelqu'un d'autre. Bien fait. Parce que c'est comme ça là à la fin. Mais je préfère d'abord parler un petit peu d'une petite introduction avant pour arriver à ça. D'accord? Donc on va résumer une fois que ça soit un peu, on verra un peu tous les détails. C'est une bonne remarque. C'est-à-dire, pour l'instant, on va dire, les autres, c'est pas quelqu'un qui a fait pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui voit le résultat d'une chose qui a été faite. Quelqu'un, il a cuit quelque chose, il était dans la cuisine, il était seul, et quelqu'un vient, il arrive et il voit cette chose-là, c'est un voisin. D'accord. D'accord? Donc on fait pas la distinction sur est-ce qu'on avait la kavana de le faire pour quelqu'un d'autre. Voilà. Tout de suite, on va y arriver à ça. D'accord. Juste avant, il faut faire une petite introduction.
c'est permis, on va dire dans le cas où quelqu'un fait ça de shogeg, on a dit que quelqu'un d'autre a le droit de profiter tout de suite. D'accord? Que ce soit shogeg ou que ce soit médine. Tout de suite, dès que Shabbat sort. Dans la Mélacha, sur le sujet qu'on va voir dans les cours d'après, ce sera les sujets du non-juif pendant Shabbat. Alors il faut savoir quelque chose. Si un non-juif fait une action pendant Shabbat pour un juif, sans lui demander, on lui a rien demandé, est-ce que le juif a le droit de profiter de cette action? Oui, Sandrine a dit oui. Pourquoi oui? Oui. Ouais, alors il faut savoir que la halakha, elle est, d'accord? La halakha, elle est. Alors ça, c'est pour ça que j'ai bien précisé ça. On n'a jamais parlé de ça. Et on va voir ça ensemble quand on va étudier la halakha du non-juif. Il faut savoir qu'il y a deux sujets à chaque fois qu'on parle du non-juif. Là, je vais être très bref parce que ce sera le sujet du non-juif. Mais j'explique ça parce qu'on a besoin pour notre sujet. Il y a deux sujets. Il y a dire à un non-juif d'agir. D'accord? Ça, c'est assaut. Et même si un non-juif fait pour un juif une mélacha et qu'on lui a rien demandé, on n'a pas le droit de profiter de l'action du non-juif. Ouais. D'accord? Si le non-juif il fait pour lui-même, c'est autre chose. Mais si le non-juif il fait pour le juif, même si on lui a rien demandé, c'est assaut de profiter. D'accord? Maintenant, mieux que ça encore, de profiter d'une action qui a été faite par un non-juif, ouais, c'est plus fort que profiter d'une action qui a été faite par un juif. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence? Ça veut dire quoi plus fort? Je vais expliquer tout de suite. Parce quelle est la différence? Exemple. Si on va dire un goy, d'accord, un non-juif cuit pendant Shabbat, on va dire une pomme de terre. D'accord? Pour un juif. Le juif lui a rien demandé, mais il cuit pour lui une pomme de terre. Alors le juif n'a pas le droit de profiter de cette pomme de terre pendant Shabbat. D'accord? Dès que Shabbat sort, c'est sûr qu'il peut profiter. Seulement, il va falloir qu'il attende, on va dire combien de temps ça fait pour cuire une pomme de terre, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Il va falloir qu'il attende Motzei Shabbat 20 minutes et après, il pourra profiter. C'est ça que, quand j'ai dit que c'est plus fort, c'est ça la Kavanah. Un juif qui fait une mélacha pendant Shabbat, on va dire Shogeg ou Mézid, on a dit que quelqu'un d'autre a le droit de profiter, il a le droit de profiter dès que Shabbat sort. Il n'a pas besoin d'attendre ces 20 minutes, le temps que la mélacha soit agie. Ouais, mais on n'est plus dans la même catégorie. Dans un cas, c'était Mézid, dans l'autre cas, c'est Shogeg. Non, pour quelqu'un d'autre, il n'y a aucune différence entre Shogeg et Mézid. Rappelez-vous des règles, on a vu au début. Shogeg, Mézid, la différence, elle est pour la personne. Ça veut dire quoi? C'est où est la différence? Pour toujours. Chachamim, ils ont interdit pour toujours que dans le cas extrême de quelqu'un qui fait volontairement et pour lui-même. Mais si c'est pour quelqu'un d'autre, ou si la personne a agi de manière involontaire, Chachamim, ils ont descendu un peu les hauts, ça sera interdit que Shabbat. Dès que Shabbat sort, on peut profiter. Alors, juste une seconde, Rav. Alors, parce que ça, c'est pas un cas qu'on a encore vu. Si c'est volontaire, mais pour quelqu'un d'autre. Oui, la halakha va être comme ça. Il n'y a aucune différence. Si on ne fait pas de différence, c'est comme si c'était Shogeg? Ouais. Non, c'est quoi? C'est comme si c'était Shogeg. Même si Mézid. C'est volontaire, c'est un juif, il est Mechalel Shabbat. Voilà. Il a fait une melacha pour un autre juif. Typiquement, un juif qui ouvre la porte. Alors ça c'est peut-être pas le bon exemple parce que l'action on peut pas en profiter après Shabbat. Mais un juif qui cuit une pomme de terre pour un autre juif, par exemple pendant Shabbat. Le même cas qu'avec le goy. Donc il est Mechalel Shabbat, il sait que c'est interdit, il le fait pour un autre juif. On ne sait pas pourquoi, mais il le fait pour un autre juif. Lui il en veut pas. Il le dit, il peut le dire en disant voilà, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Donc on sait que c'est mamash, c'est volontaire, mais c'est pour un autre juif. Et quelle est la halakha? La halakha, elle est que pendant Shabbat, on n'aura pas le droit de profiter. Dès que Shabbat sort, on peut profiter. Donc volontaire, mais pour un tiers, c'est comme si c'était Shogeg. Voilà. Maintenant, je vais expliquer. Le résultat est le même. Maintenant, je vais expliquer pourquoi. C'est pour ça que j'ai fait l'introduction avec le goy.
Si on comprend pourquoi il y a une différence entre l'action d'un goy, profiter d'une action d'un goy et profiter d'une action d'un juif, on va comprendre aussi, même si un juif est pour quelqu'un d'autre. C'est ça que je vais expliquer. On revient en goy. Si un non-juif fait pour un juif volontairement, il a quelque chose d'interdit. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce que c'est permis Motsai Shabbat? Vous me suivez ou pas? C'est un juif pour un juif, c'est ça? Si un non-juif fait une action pour un juif, d'accord? Oui. C'est permis, mais il faut attendre le temps d'avoir réalisé la chose. Voilà, il faut attendre le temps que l'action se fasse. Tandis que si c'est un juif qui fait pour un autre juif, d'accord, qu'on a dit qu'on a le droit de profiter dès que Shabbat sort, on n'a pas besoin d'attendre, on n'a pas besoin d'attendre le temps, dès que Shabbat sort, je peux profiter. Pourquoi? Ça, il faut comprendre pourquoi. Apparemment, c'est l'inverse qui doit se passer. Un juif, c'est plus grave qu'un non-juif, un juif qui agit. La réponse, elle est justement pour ça, pour cette même raison. C'est-à-dire, pourquoi Chachamim m'ont interdit de profiter d'une action? Parce que si on va profiter d'une action, on va en arriver après, le Shabbat d'après, à dire « Ah, c'est bien, j'ai profité de cette action, donc maintenant je risque de dire à la personne de « Refais-moi cette action ». Si c'est un goy, on est plus amené à dire à un non-juif que de dire à un juif. Vous comprenez? Oui. On est plus amené à dire à un non-juif. Voilà, parce que pour nous, dire à un non-juif, c'est moins grave que de dire à un juif. Parce qu'en disant à un non-juif, je ne lui fais pas transgresser Shabbat. Mais si je demande à un juif, on le sait transgresser Shabbat. Donc, les Chachamim n'ont pas craint qu'un juif demande à un autre juif. D'un autre côté, on ne peut pas profiter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit pendant Shabbat, le jour du Shabbat, non, quand même, parce que il faut mettre quand même une petite barrière de quelque chose qui a été fait pendant Shabbat. Mais dès que Shabbat sort, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on ne risque pas qu'il aille demander un autre Shabbat à un juif de refaire une mélacha. Tandis qu'un goy, on risque, on craint qu'on va lui retirer. Donc qu'est-ce qu'on fait? En attendant le temps que la mélacha se fasse, l'idée elle est comme ça. Si j'attends que la mélacha se fasse, donc je n'ai pas profité de l'action du goy. Parce que j'ai attendu le temps pour le faire. Ça, j'aurais pu le faire moi, à la sortie de Shabbat. Vous comprenez? Si je permets directement, je profite que dès que Shabbat est sorti, j'ai quelque chose de prêt. Donc j'ai profité du goy. Je risque Shabbat d'après de lui demander pareil. Pour un juif, on ne craint pas ça. Donc on peut permettre d'utiliser. Oh. On a une question intéressante, mais là on rentre on déborde dans le sujet de... On ne sait pas, on avait dit. Du non-juif. Il y a une question, une seconde, comment on arrive? Ah, c'est pas là-bas, c'est ici. Il y a une question de Sandrine comme ça. Pourquoi alors au dernier cours, on a dit, on pouvait demander à un non-juif d'ouvrir le frigo si j'avais oublié d'enlever l'ampoule? Parce que ce qu'on lui demande, c'est pas de faire la mélacha, c'est pas de faire un interdit mamache. Très bien. On lui avait dit, moi je veux juste profiter, je veux juste que la porte soit ouverte, je ne lui demande pas d'allumer la lumière du frigo. Très bien. Ça veut dire à un goy d'ouvrir le frigidaire, c'est pas lui dire de faire une interdit. Donc c'est beaucoup moins grave. C'est pas dire de faire une action interdite, c'est dire de faire une action permise. L'ouverture du frigidaire, c'est permis. D'accord? Le fait qu'il y ait quelque chose qui va se faire, ça c'est le problème du goy, c'est pas mon problème. Entre parenthèses, ça veut dire que le petit créché, c'est comme si le petit créché ne s'appliquait plus dans ce cas-là? Ouais, alors c'est pour ça que je préfère, j'ai pas envie de rentrer tout dans j'ai répondu en bref, ça, quand on arrivera au non-juif, je rentrerai bien dans les détails comme il faut. C'est difficile à expliquer tous les... J'ai pas envie. Juste 2 secondes, je termine pour la question de Sandrine. Elle demande si elle décide lui-même de faire cuire une patate. C'est pareil, elle demande. La réponse n'est pas du tout pareille. Parce que cuire une pomme de terre, c'est un interdit. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, cuire une pomme de terre, c'est une mélacha. Si un non-juif fait une mélacha pour un juif pendant Shabbat, c'est interdit de profiter, et même il faut attendre le temps à monter Shabbat. Pourquoi? Parce que là, Chachamim, ils ont renforcé la barrière. Alors ça... Sandrine a du mal à comprendre, c'est bien,
C'est des bonnes questions, c'est parce que je ne suis pas dans le sujet. Pour bien expliquer ça, il va falloir attendre les cours de non-juifs. Bon, renforcer les barrières pour qu'on ne prend pas l'habitude à demander à des goy de transgresser Shabbat. Mais, encore une fois, j'ai pas entendu. J'ai dit, d'après ce que je comprends, les Kachamim, ils ont renforcé les barrières. Comme ça, on ne prend pas l'habitude à demander aux goyim de faire des choses pour nous. Et ça reste des limitations. Enfin, on limite le contact avec eux. Oui, mais l'idée, je réponds très bref. L'idée, c'est comme ça. Kachamim m'ont interdit de dire à un goy de faire une action interdite. Ça veut dire deux choses. D'accord? Deux choses et on revient à notre sujet. Je reviens. Juste, c'est les deux choses interdites. Dire à un goy, à un non-juif, de faire une action interdite, c'est assaut. Un non-juif qui fait une action interdite pour un juif, c'est aussi assaut. C'est les deux interdits qu'il y a par rapport au non-juif. D'accord? Le frigo, je ne lui ai pas dit de faire une action interdite, je lui ai dit d'ouvrir le frigidaire. Ah, la lumière, c'est une autre histoire, je ne lui ai pas dit. Puisque je ne lui ai pas dit, les n'ont pas interdit. D'accord? Si la lumière s'allume, c'est pas que je profite de la lumière. Parce que le goy n'a pas allumé la lumière pour moi, il a ouvert le frigidaire pour moi. Donc c'est une règle spéciale de psychréché dans le goy, on ne dit pas. Parce que c'est pas, on ne s'occupe pas avec la mélachat directement et indirectement. Pour un juif, c'est pareil. Pour un goy, c'est pareil, c'est différent. D'accord? Bien fait. Vous allez mieux comprendre tous ces sujets-là qu'on a parlé en parenthèse, là, lorsqu'on arrivera à traiter en son temps le sujet du non-juif. Alors, pourquoi j'ai parlé de tout ça? Pour qu'on comprenne maintenant pourquoi. Tout ça, c'est l'introduction pour qu'on comprenne mieux notre sujet. Un juif qui fait pour un autre juif une action pendant le Shabbat. Ouais. On a dit que même s'il a l'intention de faire pour un autre juif, Motzei Shabbat, on pourra profiter. Pourquoi? Parce que deux choses ici. Premièrement, interdire pour toujours, la barrière, elle a été faite que pour la personne elle-même. D'accord? Deuxième chose qu'il y a ici, c'est qu'on ne risque pas que le juif qui profite, on ne risque pas, d'accord, de demander au juif de refaire une mélacha. Parce qu'on ne craint pas qu'on demande à un juif d'être Mechalel Shabbat. Donc, c'est pour ça que j'ai profité, même si l'action a été faite pour moi, j'ai le droit de profiter de l'action dès la sortie Shabbat. Excusez-moi, Raph, peut-être je me trompe. Oui. Est-ce que c'est un juif qui transgresse solennellement Shabbat? J'ai lu qu'il est considéré comme un goy. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est quoi considéré comme un goy? Vous pouvez vous demander ce que c'est vrai? Oui. Oui. Alors, il faut expliquer. Ce n'est pas au sens littéral du terme. Ça veut dire quoi? Un juif, c'est un juif. Un juif, j'ai marqué dans la Gemara, dans la Torah, Israël a pas fiché Israël. Ça veut dire, un juif, même s'il fait la plus grande avérote, il est au niveau rouhani très très bas, il restera toujours juif. Même s'il transgresse Shabbat devant 10 personnes, publiquement. Voilà, même s'il fait, j'ai dit, la plus grande des avérotes, j'ai dit le niveau le plus bas dans le judaïsme, on va prendre. Le juif qui est arrivé au niveau le plus niveau sur toutes les avérotes pendant des années. Pendant toute sa vie, il reste juif. Il reste juif, il ne bouge pas un millimètre dans la définition du juif, ça c'est sûr. D'accord? Seulement, Chachamim, ils ont dit, il y a certaines avérotes, comme par exemple le Khilul Shabbat, qu'on va le considérer comme un goy pour certaines halachot. C'est-à-dire, un exemple, je donne plusieurs exemples. Un goy qui fait une shrita, d'accord? Qui prend un taureau et qui lui fait toute la halachot, il a pris toute la halachot, shrita, halak, bet yosef. Est-ce qu'on a le droit de manger de sa shrita? La halakha est qu'on n'a pas le droit. Donc, pour ce sujet-là, on va le considérer comme un goy pour ce sujet. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas manger de sa shrita. Pareil pour le vin qui n'est pas cuit. S'il verse un verre de vin, je ne pourrais pas utiliser comme un goy. C'est-à-dire qu'on va appliquer quelques halachot du goy sur ce juif. Mais ça ne veut pas dire qu'il est goy. D'accord? Maintenant, il y a beaucoup, c'est très vaste, j'ai pas envie de traiter ce sujet maintenant. C'est très très vaste de sur qui on dit ça. On ne dit pas ça pour tout le monde.
Ça veut dire que si on parle de quelqu'un qui n'a pas été éduqué dans la Torah et les mitzvot, ça s'appelle Tinok Shenishba, on n'applique pas cette règle. Si c'est quelqu'un qui a honte et qui se cache, et qui ne fait pas ça de manière publique, on n'applique pas cette règle. Il y a beaucoup de règles et beaucoup de nuances. Et si vous voulez, un jour, on fera un chiot là-dessus. Mais il y a des règles. Donc, ce que je vais expliquer, c'est-à-dire quoi? Comme un goy. Comme un goy, c'est surtout pas dans la définition. Il est juif, il reste juif. D'accord. C'est juste dans certaines circonstances, comme par exemple quand il verse le kidouche, le jus de raisin, le vin. Non, nous, on n'a pas le droit de boire du vin de son verre. C'est bien ça. Dans ce cas, on le considère comme un goy. J'ai bien précisé que c'est du vin qui n'a pas été cuit. Mais là, je me permets, moi j'ai entendu un avis qui dit que du moment qu'il... Justement, par rapport à ça, du moment qu'il fasse qu'il douche, il y a certains avis qui considèrent que c'est cachère, même s'il ne fait rien d'autre. C'est quoi? C'est du jus de raisin, du vin cuit ou du vin qui est pas cuit? Ah non, moi je parle pas de problème, peu importe. Du moment que c'est un juif qui dit au moins le kidouche. Kidouche, c'est un bon kidouche. Le kidouche, c'est un bon kidouche. Je ne parle pas du kidouche. Le problème, c'est de boire. Pourquoi? Non, mais en général, je veux dire, du moment que c'est un juif qui a dit le kidouche, il n'a pas le statut d'un goy en termes d'halakha. Ça, c'est sûr, je n'ai pas parlé du kidouche. Mais même s'il est Mechalel Shabbat et tout, je veux dire. Je n'ai pas parlé du kidouche. J'ai parlé de si c'est du vin qui n'est pas cuit. D'accord? Alors là, on a dit un goy, on ne peut pas boire de son vin. Quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, selon tous les critères que j'ai dit et que je n'ai pas dit aussi, il y a encore beaucoup de détails que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que il fait ça de manière publique et il n'a pas du tout, il a été éduqué, il sait très bien c'est quoi ça, etc. Alors là, on va le considérer comme un goy dans le sujet du vin qui n'est pas cuit. Vous comprenez tous les détails? J'ai compris. Mais justement, moi, je voulais préciser, mais malgré tout, s'il a au moins dit le kidouche, je crois qu'il échappe à ce statut. Ouais, le kidouche, là, j'ai pas dit pour ça, j'ai dit c'est pour quelque chose de précis. On a parlé de la shkita, il y a le nid du vin, il y a monter à la Torah, le Shabbat, il y a plusieurs sujets comme ça, qu'on va lui en fait appliquer entre grands guillemets un statut de goy pour ces cas précis. Mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, c'est pas grave, tant pis. Non, le kidouche, il est bon. Non, c'est ça que moi je comprends ce qu'il veut dire. Non, moi je veux dire que du moment qu'il a dit kidouche, tous ces statuts ne s'appliquent pas. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Même s'il était Mechalel Shabbat après, je veux dire, il peut monter à la Torah. C'est ce que je suis en train de dire. Ah, pardon, j'avais pas compris. Je croyais que vous parliez du kidouche. Très précis, c'est-à-dire monter à la Torah, dans le minyan, faire compter dans le minyan, le vin, la shrita, il y a quelques nékoudotes qu'on a considérées comme un goy. On lui met en fait, entre guillemets, un statut de goy, d'accord? Et encore une fois, je répète, ça parle des cas précis, publics et volontaires et tout ça. C'est très très donc, dans notre cas, un Mechalel Shabbat comme ça, parce que je pense que la question d'Esther, c'est de savoir, pour un Mechalel Shabbat comme ça, est-ce qu'après Shabbat, il faudra attendre ou pas? Est-ce qu'il faudra attendre le temps de faire de l'action comme pour un juif? Ou est-ce qu'on le considère comme un goy et on peut immédiatement après Shabbat profiter de son action? Alors, très bien. Là, on arrive au sujet d'après. Il y a, on va y arriver, c'est introduit au sujet d'après. On arrive, on continue dans les chiots, on revient. On est revenu au sujet, en fait. Très bien. Il y a une chéla très intéressante, et là, je n'ai pas encore de réponse finale là-dessus, je suis en train de voir, il y a plusieurs d'ailleurs dans les rabbinés. D'après ce qu'on vient de dire, si on a un juif, d'accord, c'est comme ça, qui répond à tous les critères de Mechalel Shabbat, d'accord? Très bien. Est-ce qu'on va faire une différence si c'est son métier de faire pour les autres, ou bien s'il fait chez lui une mélacha? Ah. Il y a la même question pour le pain sur... Bon, pardon. J'explique. On avance là.
Ça me rappelle, c'est parce que les cours sur Pat, Ouais, il y avait sur le là, c'est pas le sujet des cache-cours. Voilà, avec le Pat Pater, est-ce que c'est... Revenons à notre sujet de Shabbat. On revient à Shabbat. On reprend ce qu'on a vu. Quelqu'un, je résume ce qu'on a vu pour aller différemment. Quelqu'un qui fait une action de transgresser le Shabbat, d'accord? Il fait une action. On a dit, si c'est pour lui et qu'il a fait de manière volontaire, c'est interdit pour toujours, pour lui. S'il a fait de manière involontaire, dès la sortie de Shabbat, même lui pourra profiter de son action. Si c'est pour quelqu'un d'autre, que ce soit volontaire ou involontaire, dès la sortie de Shabbat, on peut profiter. Ça, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, le statut du juif, peu importe. Même s'il est Mechalel Shabbat, de manière publique et tout, peu importe. Même s'il fait pour quelqu'un, d'accord, c'est permis dès la sortie de Shabbat. Ok? Maintenant, il y a un sujet intéressant ici. Si c'est quelqu'un, on va dire, c'est un cuisinier. Donc, il ne cuisine pas pour lui, il cuisine pour les autres. Donc, est-ce qu'on va dire que si on va dire il cuisine de manière méside, volontaire, est-ce que ça va être interdit pour les autres pour toujours? C'est quoi ici le sujet? Pourquoi on a dit que c'est interdit pour toujours pour la personne qui a fait elle-même? Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est lui-même qui a fait une action pour lui-même. D'accord? Et pourquoi on a permis les autres? Parce que c'est quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu, c'est moins fort. Ici, c'est entre les deux en fait. C'est quelqu'un qui fait pour les autres, c'est son métier. Donc là, hein, c'est un peu différent. Est-ce qu'on va interdire pour? Si c'est Béchogeg, alors c'est permis après Shabbat, c'est sûr. La question, elle est méside. De manière volontaire, il sait que c'est Shabbat, d'accord? Et il fait pour les autres. Est-ce que ça va être assourd pour toujours ou pas? Exemple classique, et sur ça, il y a Shabbat, je trouve ça en Israël, c'est très fréquent. En Israël, il y a des marchands de légumes, de fruits et légumes. Alors, il y a des vendeurs comme ça qui vendent en privé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il vient de son champ. Et il prend là-bas les concombres, tomates et il vend. S'il vient dimanche matin avec des concombres tout frais, ouais, et on lui demande, c'est sûr, on va dire quelqu'un il a vu, il a dit, celui-là, il les a cueillis pendant Shabbat. Shabbat, c'est le jour de vente. Donc, il a cueilli ses concombres pendant Shabbat, il les vend dimanche matin. D'accord? Donc, ça, c'est une question pratique. Est-ce que je peux acheter? Est-ce que je peux profiter de ces concombres? Parce qu'il ne les a pas cueillis pour lui. Il a cueilli pour les autres, pour les vendre. Est-ce que j'ai le droit de profiter de ces concombres ou pas? Alors, là, d'abord, il y a quelques Ktav Sofer, ça commence par là. C'est le fils du Ktav Sofer. Il interdit. Il dit que c'est différent ici. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il fait pour quelqu'un d'autre, donc c'est comme pour lui-même. C'est-à-dire que toute l'intention, elle est pour les autres. Tout ce qu'on a dit, même lorsqu'il a l'intention de faire pour quelqu'un d'autre, c'est qu'il y avait aussi, c'est pas de la différence qui est comme ça. Tout à l'heure, on a dit que si je fais pour quelqu'un d'autre, c'est permis de la sortie de Shabbat. Seulement, il y a une différence. Quelle est la différence? C'est que c'est pour lui, c'est pour gagner de l'argent. C'est-à-dire, c'est kavua. Ça veut dire qu'il fait ça de manière fixe. Il ne fait pas ça une fois comme ça. Donc, c'est son métier. Donc, c'est quelque chose qu'il va faire tout le temps. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est plus rameau? Est-ce qu'on va dire que c'est plus grave ou c'est pareil? C'est ça l'idée ici. Le Ktav Sofer et plusieurs rabbanim, ils interdisent. Ils disent, puisque là, c'est fait de manière fixe, donc on ne peut pas, tout ce que les Chachamim ont permis pour quelqu'un d'autre, c'est quand ça a été fait comme ça, une fois comme ça, alors on va dire qu'on ne va pas en arriver à lui demander. Mais si c'est quelque chose qui se fait de manière tout le temps répétitive, donc là, on ne peut pas profiter, il faut mettre une barrière. Il y a d'autres rabbanim, le Rav Moshe Levi par exemple, le Rav Moufata Hava, lui il veut dire que non. Et il a une idée intéressante. Il veut dire que c'est moutard de profiter dès la sortie de Shabbat, même si c'est quelqu'un que c'est son métier de faire pour les autres. Pourquoi? C'est quoi sa logique? Sa logique, elle est comme ça. Interdire une action qui a été faite, c'est un knas. D'accord? Knas, c'est quoi? C'est une punition. La question, elle est, qui on punit? Est-ce qu'on punit quelqu'un qui va écouter la punition? On va punir quelqu'un qui n'écoute pas.
Ça veut dire que si on parle de quelqu'un qui fait de manière fixe tout le temps pour les autres, les Chachamim n'ont pas parlé sur lui. Ils ont parlé sur quelqu'un de normal, que des fois il transgresse de manière volontaire, des fois involontaire. Là, on peut parler de punir. Mais on ne peut pas punir quelqu'un qui n'écoute pas. Donc, on n'a pas vu d'interdit de Chachamim dessus. L'idée, c'est que l'idée qu'on a permis pour quelqu'un d'autre, c'est parce qu'on ne craint pas que ce quelqu'un d'autre va demander un juif. Même si c'est quelqu'un qui fait de manière fixe, jamais on craint qu'un juif va lui demander de faire la mélacha. Parce qu'on ne craint jamais qu'un juif demande à un autre juif d'être Mechalel Shabbat. C'est lui qui va mettre de lui-même, c'est pas moi qui va lui demander. Donc, c'est pas un corps assez chamour comme si c'est la personne qui fait pour lui-même. Ouais. De quel côté vous mangez? Vous voyez les deux manières de voir ici? C'est entre les deux. C'est-à-dire, une personne, on peut dire que la barrière de Chachamim d'interdit, la question elle est ici interdire pour toujours. Est-ce qu'on va dire, c'est ce que les Chachamim ont parlé, c'est-à-dire le cas extrême, c'est-à-dire, une personne fait pour elle-même, de manière volontaire. C'est tout, il n'y a que ça. Si je fais pour quelqu'un d'autre, c'est pas comme si je fais pour moi-même. Même si c'est fait de manière fixe. Différent. Donc, on peut dire que Chachamim reste avec la barrière d'en dessous, c'est-à-dire d'interdire pendant Shabbat et de permettre dès que Shabbat sort. Et il y en a qui veulent dire non, c'est interdit, c'est pareil. Tout ce qu'on a permis, c'est de manière accidentelle, une fois comme ça, au passage, qu'on ne risque pas de lui demander. Mais si c'est fait de manière fixe, oui, on risque de lui demander. Puisqu'il fait ça de manière fixe. Ou bien on peut discuter, on dit jamais un juif ne risque de demander à un autre juif de faire une mélacha pendant Shabbat. D'accord? Donc là, cette halakha, elle est très discutable. Il y a des chachamim qui permettent et il y en a qui interdisent. D'accord? Quand on dit que c'est pour quelqu'un d'autre, oui. Il le fait aussi pour lui. Parce que Pourquoi quand il cueille les légumes, son intention c'est quoi? Il les cueille pour pouvoir lui gagner de l'argent avec. L'action elle-même, c'est le fait qu'il le vende à quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Mais son intention première, c'est pour que ça lui rapporte à lui quelque chose. Ah, il y a fait. Il y a une très bonne remarque. Il y a une grande différence entre la profiter du résultat ou le résultat lui-même. C'est-à-dire? Oui, je vois. La vente, c'est le profit du résultat, voilà. Et le résultat, c'est la cueillette. Voilà. Le profit du résultat, il n'est pas interdit. C'est-à-dire, ça je n'ai pas traité, mais je vous dis en très bref. Si quelqu'un a fait un interdit pendant Shabbat Bémézid et qu'il le vend, est-ce qu'il a le droit de profiter de l'argent qu'il a vendu? Ça, Chachamim n'ont pas interdit. Chachamim ont interdit que de profiter du produit lui-même. D'accord? Oui. C'est déjà une autre, c'est trop loin. Chachamim, quand on étudie les interdits des Chachamim, c'est très très précis. Et on ne peut pas inventer des autres barrières et d'élargir. On n'a pas la force d'élargir des barrières ou d'enlever des barrières. C'est exactement ce que Chachamim ont interdit. Quand on parle profiter d'une mélacha, c'est que le produit lui-même de la mélacha. D'accord? Donc le fait qu'il vende et le fait qu'il fait de l'argent, c'est un autre sujet. Ce n'est pas la mélacha elle-même. Chachamim m'ont dit, dans le cas des concombres qu'on a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui cueille, d'accord? Quelqu'un profiter d'un concombre que moi-même j'ai cueilli, ou bien quelqu'un d'autre, d'accord? Qui profite d'un concombre qu'un autre a cueilli, c'est différent. D'accord? D'accord. Voilà. Maintenant, si c'est quelque chose d'un vendeur qui fait ça tout le temps, tous les dimanches matins et tous les Shabbats, là, il y a des poskim qui interdisent, ils disent c'est plus rameau, et qui veulent différencier. Nuance. Je vous ai dit, c'est un sujet qui est encore là. Je vais encore chercher dans d'autres Chachamim, mais je vais vous dire de manière, la prochaine fois de manière plus claire qu'est-ce qu'on fait. Et pour l'instant, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Si c'est ces halachot, ils sont plus chayef en Eretz Israël, pas en Khutzlar. Si maintenant c'est une usine,
et cette usine, elle travaille 7 jours sur 7. D'accord? Donc l'usine, elle fait pour les autres. Et donc, dans le jour du Shabbat, ils fabriquent des choses. Là, même ceux qui interdisent, ils permettront dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'un produit qui arrive, on ne sait pas d'où il vient. Donc, il y a 6 chances sur 7 qu'il a été fait en jour de semaine. Donc là, on va d'après le rang. Vous comprenez? Exemple. Une usine de, on va dire, de papier de toilette qui travaille 7 jours sur 7. Lorsque j'achète maintenant des rouleaux, d'accord? On sait qu'il n'y a que des juifs qui travaillent là-bas. Donc, c'est profiter d'une action qui a été faite pendant Shabbat. Mais puisque cette usine travaille 7 jours sur 7, donc le produit que j'ai devant moi, la probabilité qui est devant moi qu'il a été fait pendant Shabbat, c'est 1 sur 7. Donc, on va d'après le rang. Oui. Si j'ai pas la preuve, si j'ai pas de moyen de savoir. Parce oui, que bien sur sûr. certains produits, c'est marqué fabriquez-le. Bien fait. Si c'est marqué, on revient à la marque de tout à l'heure. D'accord, on est d'accord. Moi, je parle qu'on achète et il n'y a pas... Il n'y a pas de signe distinctif. Voilà. Donc là, même si c'est ouvert le Shabbat, là, la phrase c'est que c'est moutar. D'accord? Ça, c'est, par exemple, pour le lait, le jour du Shabbat, c'est le éther qu'on permet de boire du lait. Même si, par exemple, on sait que on a parlé de ça, qu'on a étudié la mélacha de Dash. On a dit, qu'est-ce qu'on fait avec les vaches? Alors, les vaches, il faut les traire tous les jours. Donc, il y a plusieurs manières de permettre, par un goy, par des machines, on a parlé ça en détail. Mais si on sait qu'il y a le lait qu'on reçoit ici, qui est au marché, il y a toutes les étables, même des étables qui sont Mechalelim Shabbat, qui traient à la main. Là, c'est pareil. Puisque maintenant on reçoit du lait, et que tous les jours, il y a la traite, donc, et il y a aussi des fermes qui ont des terribles. Donc, quand maintenant j'achète une bouteille de lait, la probabilité que ça ait été fait Bémézi, le jour du Shabbat, elle est très faible. Donc, on va d'après voir, mais c'est permis d'après tout de profiter. En France, Bichlal, on l'arrête, que c'est sûr que le rôle, la majorité, c'est fait par des goyim, donc Bichlal, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ça pour les juifs, ils font ça pour tout le monde. Donc on ne rentre pas du tout dans le sujet. Un non-juif qui fait pour un non-juif, c'est sûr que ça ne rentre pas du tout dans les... Il n'y a pas de question. La question, elle se pose dans un endroit en Israël, ou l'endroit où il y a que des juifs. Hop. On continue. Il y a des questions sur ce qu'on vient de voir? Sur le sujet qu'on vient de voir, sur toutes les comparatifs. Non, ça va, merci, c'est clair. Non, Hop, il y aura un jour de Khazara, bien sûr. Ouais, c'est jamais clair dès le premier cours. Ouais. Non, bon, on continue. Quelqu'un qui cuit pendant Shabbat, des mésides, d'accord, il cuit pendant Shabbat de mésides. Qu'est-ce qu'il fait? Donc on a dit c'est interdit pour toujours. Ouais. Est-ce qu'il doit cachériser sa marmite? On a la question? Oui, moi je vois pas le rapport. Non, il n'a pas besoin. Quel rapport entre kasher et Shabbat? Parce que le produit est interdit. Mais le rapport il est très simple. C'est un produit qui est à l'intérieur. Ouais. Il est interdit. Il n'est pas interdit. Mais il n'est pas interdit aux autres. Non, mais il n'est pas cachère. Pour lui. Donc, mais si les autres. Mais pour les autres, il reste cachère. Donc, il est cachère. Pour la personne elle-même. C'est quelqu'un, il est dans sa cuisine, chez lui. D'accord? Et pendant plusieurs Shabbats, il a cuisiné. Si c'était taref. Ouais. Ce serait taref les koulam. Non, mais c'est pas taref, c'est justement. Donc si c'est pas taref, donc il n'a pas besoin de cachériser. Voilà. C'est la différence entre taref et pas cachère et interdit. Ah oui, j'ai expliqué pour encore quelques petites notions d'introduction. Hop, c'est bien, on va faire un peu de cache-route. Quelqu'un qui cuisine dans une marmite. On va dire quelque chose de pas cachère, d'accord? Après, on va arriver à Shabbat. Pas cachère. Ouais, donc maintenant, le manger pas cachère, d'accord? Et tout de suite après, il y a posé avec Chouva, il dit, je mange cachère. Qu'est-ce qui fait que sa marmite maintenant? Donc ce qu'il y a à l'intérieur, il jette, c'est pas cachère, d'accord? Qu'est-ce qui fait avec la marmite? La marmite, elle est quelle? Il vaut mieux acheter une autre. Hein. Il la cachérise. Oh, pourquoi acheter une autre? Il y a une cachérisée. Il la cachérise. D'accord? Maintenant, on va pas étudier comment cachériser une marmite, mais il faut cachériser ta marmite. Oui, mais bon, la marmite, on a cuit de la viande pas cachère dedans. Et elle a absorbé déjà. D'accord, je compris.
Elle a déjà absorbé le goût de la viande qui n'est pas cachère. Donc nous, si on la prend, on la trempe dans le mikvé, ben, c'est pas bien, c'est irrespectueux. Non, c'est pas mikvé. C'est pas comme ça que ça se cachérise. Ouais, j'ai dit, je rentre pas dans la halachot de cachérisation. Il y a moyen. Dans une marmite bouillante, d'eau bouillante. Ça s'appelle en hébreu la agala. Donc je rentre pas là-dedans. Il y a des halachot comment cachériser une marmite où on a cuisiné quelque chose de pas caché. D'accord? Ça veut dire que c'est pas seulement l'aliment qui est pas caché, c'est ce qui a été absorbé dans la marmite. Ça c'est clair? Oui. On revient à notre sujet maintenant. Quelqu'un qui cuisine quelque chose de cachère pendant Shabbat. Ouais. D'accord? Bien fait. Est-ce qu'on est d'accord que pour toujours, cet aliment est interdit pour lui? Oui. Donc, ce qui est absorbé par la marmite, pour toujours, ça sera interdit pour lui. Je reviens à la même remarque. Ouais. Puisque celui qui a cuisiné pas cachère, c'est assourd pour tous les juifs. Non. Oui, c'est vrai. Bah oui. Alors que là, c'est pas du tout le même cas. Pourquoi? Là, on est dans un cas où c'est un interdit pour lui, mais il n'y a pas de problème pour les autres juifs. Si c'était taref. Oui, mais si c'était. Oui, mais pourquoi? Pour lui, lui, il va cachériser pour lui sa vaisselle, mais pas les autres, ils peuvent manger dedans. Attends. Regarde, je lui réponds. Les autres, ils peuvent manger même l'aliment. Bah alors. Parce que le Shabbat est sorti. Alors que dans le cas de la viande taref, les autres, ils peuvent rien manger, ni la viande, ni dans la vaisselle du type. Tout à fait, je suis d'accord. Pour les autres, oui. Mais pour lui... donc pour moi, il n'y a pas de problème de tréfa dans ce cas-là. Pourquoi? Arrêtez absorbé d'un aliment qui a été cuit par moi le jour du Shabbat de manière volontaire. Donc c'est interdit. Oui, c'est assour. Mais un problème, c'est qu'en français, interdit, il n'y a pas de nuance entre assour et taref. Attends, d'abord, Jonathan, il y a un truc. On a dit volontaire. Volontaire, on a dit c'est interdit pour toujours, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Non, mais ça n'a pas de rapport. Attends, juste volontaire. Faut pas dire après Shabbat. Je vois qui c'est qui demande. Jonathan ou Barou? Oui. Jonathan pose la question. Barou questionne. Non, moi je questionne pas. Moi, je dis qu'il n'y a pas de problème. Non, moi je te dis, attention, d'abord, on a dit volontaire. Volontaire. On est en train de dire on fait la distinction après. Oui, mais il n'y a pas de distinction. Ça me dérange pas. Vas-y, tu continues, mais ça ne va pas me déranger. Vas-y. Juste, tu comprends. On a dit on fait la distinction entre le fait que ce soit non cachère avec le fait que l'aliment est interdit. Oui. D'accord. Ce qu'a absorbé la poêle, par exemple si c'est une poêle, ça continue d'être absorbé. De la même façon. Je vais sortir un peu de mon moule. C'est quoi cachère? Ça veut dire quoi le mot cachère? Apte à être consommé par des juifs. Quelqu'un, une seconde, je réponds à Nador. Quelqu'un qui cuisine quelque chose pendant Shabbat de manière volontaire, est-ce qu'il a le droit, est-ce que c'est apte à être consommé? Alors moi je vais plus loin. Non, réponds déjà à la question. Non, pour lui c'est pas. Non, pas que pour lui, pour tout le monde. Non. Si pour lui, je demande, pour lui, est-ce que c'est apte à être consommé? Non. Donc c'est pas cachère pour lui. Mais c'est pas taref. D'accord, c'est pas taref, j'ai pas dit que c'est taref, j'ai dit que c'était pas cachère. Mais quand est-ce qu'on doit faire la cachérisation? C'est quand c'est taref ou quand c'est pas cachère? C'est ça ma question. moi je dis c'est quand on a atteint le stade de taref. Oh, alors ça maintenant tu réponds à la question. Voilà, c'est ce que j'ai depuis jouer. Oui, moi je pose la question toujours. J'ai ma réponse, je ne conviens pas. Une seconde. Il y a les termes, on comprend bien la traduction des termes, tout est bien clair. Qu'est-ce que c'est taref? C'est quoi taref? Taref, c'est impur. Non. Tamé, c'est impur. Ah oui, tamé, oui, c'est vrai, on peut... Qui n'est pas... Avec un défaut. Non, ouais, entre autres, oui. Taref, c'est un nom clali. Même une vache, elle peut être tréfa. C'est-à-dire, si on fait la shrita d'une vache, mais elle est malade, elle est maladie. Ouais, un défaut. Alors, les shochatim dans les abattoirs, il y a une première étape, c'est de
de faire la shrita, mais après, il vérifie les poumons. S'il voit que les poumons sont malades, la bête, elle est taref. C'est ça. Il a fait. Donc, il y a taref, et donc, en fait, c'est pas cachère aussi, le taref, parce qu'on ne peut pas le consommer, parce que la définition du mot cachère, c'est apte à être consommé. Maintenant, j'arrive à Shabbat. Shabbat, quelqu'un qui cuisine pendant Shabbat, quelque chose volontaire pour lui, c'est pas cachère, c'est-à-dire que c'est pas cachère, c'est pas apte à être consommé. Donc, je reviens à ma question, est-ce qu'on doit cachériser la casserole? Je reviens à ma réponse. Bon, je vais laisser les autres répondre. Je tombe. Ouais. Il y a des réponses écrites. Viens, on voit un petit peu les réponses écrites. Alors, alors allons-y. Ouais. Il ne faut pas oublier, c'est interdit. Ce qui a été interdit, c'est par Chachamim. Non, mais je ne redis rien. Moi. Je dis juste qu'on n'est pas dans un problème de tréfa. Oui, on est d'accord sur ça. Eh ben, donc, c'est tout. On se débarrasse des problèmes de tréfa et des cachérisations. La question, c'est, non, on est suivant le niveau, est-ce que on doit cachériser? Mais moi, j'ai un élément de réponse dans le fait que, comme les autres, comme pour les autres, c'est pas taref. Ouais. Alors, c'est pas logique que les autres, ils aient le droit de manger. Attends. Et sans que l'autre, il a cachérisé. On n'a jamais vu quelque chose qui n'est pas cachère est autorisable sans cachérisation. Mais on n'a jamais vu aussi qu'un aliment est cachère pour quelqu'un et pas cachère pour un autre. Eh ben, je suis sûr que si. Je suis sûr que si. Bah oui. La réponse, elle est comme ça. Si, c'est facile. Ekdesh pour un Kohen. Voilà. Ouais, je vais vous dire la réponse, La halakha, elle est qu'on n'a pas besoin de cachériser, mais à marquir, d'abord la bracha. Ah. C'est-à-dire, l'idée, elle est comme ça. On a expliqué que c'est pas cachère, parce que c'est pas apte. Seulement, il y a une grande différence entre quelque chose. Je vais donner un exemple de quelque chose qui est pas cachère par les chachamim. Exemple. Quelqu'un cuisine du poulet au lait. D'accord? Ça veut dire qu'il cuisine du poulet et il met dessus une bouteille de lait en même temps. C'est pas ça, c'est vrai? Seulement le poulet avec le lait, c'est interdit que par les chachamim. C'est pas interdit par la Torah. Oui. D'accord? Donc, il a quelque chose de pas cachère par les chachamim dans sa marmite. Donc, il doit cachériser sa marmite. Pas seulement interdit de manger, la marmite, il faut la cachériser. Là, l'interdit des chachamim, il est plus, on va dire, il est moins fort que l'interdit du poulet avec le lait. Alors, les deux, c'est des interdits par les chachamim. Profiter, c'est par les chachamim, et le poulet avec le lait, c'est interdit par les chachamim seulement. La différence, elle est comme ça. Que chachamim, quand ils ont interdit le poulet avec le lait, c'est la chose elle-même qui devient interdite. Tandis que quelque chose qui a été cuit pendant Shabbat, c'est un knas, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est interdit dans sa substance elle-même. C'est un knas que Chachamim ont fait, c'est une punition. Donc c'est un interdit qui est moins fort. Et donc, puisque c'est un interdit qui est moins fort, alors les Chachamim, ils ont le droit de restreindre l'interdit et de dire que ce sera que l'aliment lui-même et pas ce qui a été absorbé. Parce que dans la halakha, absorber, c'est pas exactement la même chose que l'aliment elle-même. C'est différent. Donc, puisque les niveaux d'interdit les moins forts, c'est un knas, alors on ne va pas interdire ce qui a été absorbé par la marmite, on va interdire que l'aliment lui-même. Donc la halakha, elle est, même dans le cas extrême de quelqu'un qui a cuisiné volontairement pendant Shabbat et qu'en fait, c'est pas cachère pour lui, il n'a pas besoin de cachériser la marmite. Mais, c'est bien quand même d'être mahmir. Khumra. Il y a halakha et il y a khumra. C'est-à-dire, un cas pratique, quelqu'un que pendant des années, il a été mechalel Shabbat, il a cuisiné, c'est bien que s'il est choser b'tshuva, c'est bien, ça khumra, pas halakha, de cachériser ses marmites. Mais, selon la stricte halakha, c'est permis. Par contre, s'il a cuisiné du taref dans ses marmites, selon la halakha, il est obligé de cachériser toute sa vaisselle. Vous voyez la différence? Oui. C'est clair? Oui. On continue. Quelqu'un, il a demandé à un Rav une question. On va dire qu'il Chod Shabbat, d'accord? Il est parti au Beth Knesset. Il a demandé au Rav, c'est permis ou c'est assourd? Le Rav lui a dit c'est permis.
Et d'accord, donc il a fait. Après, il revient à Mitzrayim, il aura dit attends, mais j'ai ouvert le livre et je vois que ça s'ouvre en fait. Est-ce que ça s'appelle que la personne et qu'elle aura profité de ce qu'il a fait ou pas? Est-ce que c'est Shogeg ou Mézid? C'est Shogeg. C'est-à-dire, non, c'est sûr que c'est Shogeg. Mais est-ce qu'on va lui interdire pendant Shabbat ou pas? Non, est-ce qu'on va considérer ça comme Shogeg ou comme Mézid? Alors c'est sûr que ça s'appelle Shogeg. Shogeg. D'accord? C'est la définition même de Shogeg. Puisque moi, c'est différent de Shogeg. Vous voyez pourquoi c'est différent? Parce que Shogeg, on a dit, c'est ou ne pas savoir que c'est Assour, d'accord? Ou ne pas savoir qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Là, en fait, le Rav, en fait, il est un petit peu mésile, parce qu'il a dit quelque chose de moutard à la place de Assour. Mais la personne qui fait, c'est sûr que c'est considéré comme Shogeg. Donc, pendant Shabbat, il ne pourra pas profiter. Dès la sortie de Shabbat, il peut profiter. Maintenant, comme ça, une autre cas de figure. Quelqu'un, il ne sait pas, c'est moutard, c'est Assour. Et il a étudié le Chod Shabbat, il a fait plusieurs cours dans le Chod Shabbat. Et il réfléchit, il essaye de comparer avec quelque chose qu'il a appris. Et il se dit, bon, c'est moutard, c'est bon, il a été posé clair, il n'y a pas de Rav. Après, il va au Beit Knesset, il rencontre le Rav lui dit, putain, c'est Assour. T'as mal révisé les cours. Est-ce que ça s'appelle que c'est Shogeg ou Mézid? Ah, c'est Mézid. Ah, c'est Shogeg. Alors, c'est pas vraiment Shogeg. Non. Shogeg, c'est quoi? On a répété encore une fois. Shogeg, c'est il sait pas que c'est Assour. Ah, il sait pas, mais il a un doute. C'est Mézid. Oh. Donc là, c'est un peu plus fort. Là. Ça veut dire... Dans le doute, tu t'abstiens. Voilà. C'est-à-dire, dans le doute, je m'abstiens. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé que c'est permis. C'est pas qu'il ne savait pas que c'est interdit. Il a un doute, il a décidé que c'est permis. Qui a dit? Et après, il voit qu'il s'est trompé. Ouais. Donc, ça s'appelle, donc la halakha elle est comme ça. La halakha elle est comme ça. C'est que d'en profiter, dans ce qu'il a fait, c'est pas vraiment Shogeg. On va dire, ça s'appelle un Shogeg qui est Karov le Mézid. C'est ni Mézid ni Shogeg. On ne peut pas dire que c'est Mézid parce qu'il n'a pas fait volontairement un interdit. D'accord? D'un autre côté, c'est pas Shogeg parce que c'est pas quelqu'un qui fait en croyant que c'est complètement permis. Il a décidé que c'est permis. Rav, il y a Esther qui redemande la définition de Shogeg. Ah, j'avais pas compris. Je vois plein de mots là. Je comprends. Ouais. On reprend. Shogeg et Mézid. Mézid, on a dit ça au début du cours, on reprend. Mézid, c'est volontaire. Il y a marqué dans la Torah, Ish ki yazid al re'u le'orgo be'orma. Yazid, c'est intentionné, volontaire. C'est savoir que c'est interdit, c'est savoir que c'est Shabbat et faire une action de manière volontaire, c'est Mézid. Shogeg, c'est deux cas de figure. Je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, je me lève le matin, j'allume la lumière, j'allume la bouilloire, je me fais un café, je bois la première gorgée du café, je me réveille, ah, c'est Shabbat. Donc tout ce qu'il a fait Shogeg. D'accord? Deuxième chose, il n'a aucune idée que c'est la source. Il n'a jamais appris que c'est interdit. Jusqu'à ce qu'il arrive à un cours d'Hilchot Shabbat, et il dit, ah, c'est interdit. Donc ça, maintenant, il connaît. Maintenant, on est en train de parler de quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui décide d'être rave. Ça veut dire qu'il a appris un peu Hilchot Shabbat, il a un cas de figure, il réfléchit, c'est permis, c'est interdit, il pense que c'est permis. Et donc il permet. Donc c'est quoi? Où on le met celui-là? On ne peut pas le mettre dans le livre, d'un autre côté. On ne peut pas le mettre dans Shogeg. Alors là, la fin est que pour profiter, c'est considéré comme Shogeg. L'action, elle est plus rameau que Shogeg. Mais pour profiter, c'est considéré comme Shogeg. Et donc pendant Shabbat, il ne peut pas, et dès que Shabbat, il sort, il court. D'accord? Maintenant, il faut bien définir ici. Quand on dit Omer Moutar, ce n'est pas quelqu'un qui dit c'est bon, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ne se posent pas de questions, c'est permis. Donc ça, c'est très différent. Ça veut dire qu'il sait qu'en fait, il risque d'avoir un problème, mais il dit directement, c'est sans réflexion, sans comparer à quelque chose que c'est permis. Ça, c'est Mézid. Ouais. Mézid, il y a deux cas de figure. Mézid, c'est quelqu'un qui sait que c'est interdit, il dit je fais quand même. Très bien, ça c'est le cas classique de Mézid. Et il y a quelqu'un qui a un problème, il dit non, il n'y a pas de problème. Il ne se pose même pas la question est-ce que c'est un problème ou pas.
Il y a un problème et il décide qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez la différence? Hein? Oui. C'est pas qu'il a décidé en réfléchissant et il pense que c'est moutard. C'est que c'est bon, c'est pas grave, c'est bon, on peut permettre. Et on a besoin, il y a des invités, toutes sortes de réponses. Ça s'appelle médine. D'accord? Il a fait. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'on a déjà combien de temps qu'on a fait le chiot. Voilà. Donc, il nous reste à voir les interdits des Chachamim. D'accord? Et encore deux petites règles. Il y a encore quelques petites règles à voir pour terminer le chiot. On reprendra un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Ah, la semaine prochaine, il n'y a pas chiot. La semaine prochaine, il y a les Sheva Brachot chez moi du fils de Daniel. Mazel Tov. Voilà, il marie son fils. Vous savez que l'organisateur du chiot, il marie son fils cette semaine. Il est déjà en Israël. Donc, si vous êtes en Israël, vous êtes invité chez moi au Sheva Brachot. Merci beaucoup. Juste question pratique. Un juif qui habite dans mon immeuble qui fait le code, je peux pas profiter, après, de ce que je comprends. Il fait le code pour lui, hein. Le code, c'est un interdit par les Chachamim ou pour les Oraïta. Chachamim. Il y avait. Donc, on va voir la semaine prochaine ou dans 2 semaines qu'un interdit des Chachamim. Ah, ici c'est un goy. Non, c'est un juif. C'est un juif. Un juif. Si c'est un goy c'est pas grave, je crois. Bien fait. La halakha elle est comme ça. Si c'est bémézide, on ne peut pas profiter. Si c'est béchogek, on peut profiter. Ah, d'accord. D'accord? Moi, ça m'arrive tout le temps. Hein. Voilà. Là, on est descendu du niveau parce que c'est. Pardon, j'ai pas entendu la fin. Oui, pardon. Il y a une différence entre shogek et mézide. Oui. Ça veut dire dans l'Issur Torah, hein, dans tous les cas de figure, shogek, on ne peut pas profiter pendant Shabbat. Là, un interdit des Chachamim, on peut. Si ça a été fait béchogek. D'accord? Ouais. Préfère faire un code Beshogeg, c'est. Non, Shogeg c'est quoi? C'est pas qu'il se trompe dans le code. Shogeg c'est pas qu'il se trompe dans le code. Shogeg c'est par exemple, c'est un juif que il a oublié que c'est Shabbat, ou bien il sait pas que c'est interdit. Ignorant encore complètement. Il y a un voisin, il sait même pas c'est quoi Shabbat, ou il a aucune idée que faire un code c'est un problème. Shabbat c'est quoi? C'est cuisiner. D'accord? Quelqu'un qui ne dit pas il croit Shabbat, il est Shogeg sur plein de choses. Il ne sait pas. Il n'a aucune idée que ce qu'il fait, ça s'appelle le Mechalel Shabbat. Ouais? Oui, j'ai compris. Non, mais concrètement, c'est difficile de l'appliquer. On va pas demander à la personne, au fait, quand vous avez appuyé, est-ce que vous étiez conscient ou pas conscient du fait que ce soit un interdit? Non, c'est pas qu'il soit conscient de l'action qu'il fait, conscient du Shabbat. Oui, conscient du Shabbat. Mais... S'il n'est pas conscient du Shabbat, ça s'appelle Shogeg. Non, moi je sais qu'il est conscient. Non, dit okay. Shabbat Shalom, en passant. Ouais, voilà. En plus, il me dit Shabbat Shalom. C'est malheureux, hein. On en a dans les immeubles. Ouais. Moi, combien de fois je dis aux enfants non, on peut pas passer après lui. Ouais. Et j'hésite quand même un petit peu, quand même, parce que est-ce que ça peut profiter? Parce que en plus il se vexe, parce que moi il me tient à la porte, il est gentil. Je sais pas quoi dire. Ça c'est pas un critère de Hilchot Shabbat. Non, je sais. Non, je suis en train d'hésiter juste quelque chose, comme ça vient à l'esprit, mais c'est une petite différence. C'est que quand on fait un code et que la porte s'ouvre, on profite de quoi? Est-ce qu'on profite de l'Echabé? Ouais, c'est la question de la dernière fois. Quelque chose ici. Ouais. C'est comme ce qu'on avait dit lorsqu'on appuie sur le bouton. L'action, c'est est-ce que c'est le fait d'appuyer sur le bouton, ça coupe le circuit? Est-ce que c'est qu'on profite? Est-ce que c'est la porte ou c'est le bouton? En décidant que c'est un interdit des Chachamim. Apparemment, oui. Apparemment, la porte, elle est ouverte vraiment grâce à un interdit des Chachamim. Apparemment, c'est associé, c'est fait bémézide. C'est... Ouais, mais tout à l'heure, vous avez dit, ce qui est interdit, c'est le résultat, pas le profit du résultat. C'est le profit du résultat. Ah bah là, c'est vrai. Non, le résultat, pas le profit du résultat. C'était ça mon petit doute. Lorsqu'il appuie sur le bouton et qu'il coupe le courant, le fait que je puisse ouvrir la porte, c'est le profit du résultat. C'est pas le résultat Bamash. Après, voilà. Là, ne peut pas aller ça, c'était mon petit doute. Voilà.
Maintenant, apparemment, c'est Ah, et pareil. alors? Apparemment, c'est pareil. Pourquoi? La prochaine fois. Ah ouais, ça m'intéresse. Ah oui. Parce que du coup, après, j'ai fait l'étape B, c'est-à-dire, je me suis fait un pile-poule que je pouvais transporter dans ma ceinture le badge pour donner à un goy. Et j'ai demandé au Rav à la synagogue, il m'a dit, mais c'est assourd, c'est exactement ça. Alors du coup, j'ai laissé dans mon casier Le badge. Pas dans la ceinture, entre la ceinture et le pantalon? Non, Non, dans ma ceinture sabbatique, comme une clé. Comme une clé, j'ai accroché le badge pour demander à un goy, pour pas qu'un juif, voilà, pour pas avoir ce problème. Mais du coup, on m'a dit que même si j'ai moussé, on peut pas transporter un badge électrique, c'est ça? Même si moi, je n'y touche pas, hein, je fais rien. Je sais pas exactement comment il est posé le badge, pour rentrer dans les détails. Comme une clé, comme une clé, il est rentré de... Ouais. Et à quoi il sert? Eh ben, il sert à, si je vois un goy, je lui donne et il m'ouvre la porte. J'ai fait un pipoule. Mais en fait, je crois que c'est assourd. Réfléchissons. Demander à un goy de faire un interdit par les Chachamim en cas de besoin. Ouais. Faut voir, est-ce que ça s'appelle en cas de besoin? Bon, je vais réfléchir à ça, c'est intéressant. Une question intéressante. Je dis pas tout de suite que c'est assourd, je réfléchis, je vois toutes les cas de figure. C'est-à-dire, la prochaine fois? Quoi? Oui. Il faut qu'on fasse de toute façon une route mouxée, on n'a pas fait. Ouais, bon, merci beaucoup, Rav. Voilà. Merci. À tout le monde. Et donc, rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup, Shabbat. Voilà.